Mais la motivation, elle est très simple. Le travail de Goethe Institut est un travail d'ancrage culturel, un travail de contact et d'échange culturel. Et c'est dans ce cadre-là que l'idée est venue du centre de documentation, de comment on continue les collaborations que nous avons depuis 2008, parce que depuis 2008, nous collaborons. Et l'idée, c'était, puisque nous écrivons l'histoire générale du Sénégal, et que généralement les Sénégalais ne sont pas des lecteurs, comment faire pour qu'ils puissent accéder au contenu par l'oralisation, pour revenir lire l'histoire générale du Sénégal. Donc c'était ça l'idée à la base, mais aussi comment faire pour que les Sénégalais puissent comprendre leur patrimoine, mais comprendre aussi qu'ils aiment ce pays. Qu'ils aiment ce pays en comprenant qu'on a une histoire. Et qu'on réponde de manière très directe à ceux qui disent que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. C'était cela le but, faire un outil pédagogique, faire un podcast et s'ancrer pour mieux s'ouvrir. Ce sera difficile dans combien de temps? Pour l'instant, le projet initial, c'était de le faire dans la langue officielle de travail et dans la langue de communication de masse, qui est le Wolof. Mais notre objectif, c'est que l'ensemble des langues codifiées puissent accéder aux ressources. Maintenant, c'est facile. La voix est là, les textes sont là. Il suffit juste de doubler les voix dans les différentes langues qu'il y a. Et le doublage est quelque chose que nous maîtrisons ici au Sénégal. Les prochaines étapes, nous avons eu plusieurs étapes. Une étape de recherche, une étape d'écriture des textes et une étape de réécriture des textes. Parce que le texte scientifique qui sort de l'université est un texte froid. C'est un texte froid parce qu'il y a une distance entre le chercheur et le contenu. L'idée maintenant, c'était, puisque le Sénégalais est capable, quand son griot lui fait une généalogie, il est capable de lui donner toutes ses ressources. Comment le toucher? Comment le toucher par le cœur? Et on a utilisé 3 stratégies. La stratégie de la répétition, la stratégie de l'accroche et au niveau oratoire, ce qu'on appelle les assonances et les allitérations. Donc c'est par ça qu'on est passé pour avoir un texte oral à partir d'un texte écrit qui est un texte froid de chercheur du professeur Ibrahim Owen. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques-unes des dates que vous avez révélées dans le podcast? Mais dans les podcasts, on n'a pas forcément révélé des dates, mais on a révélé des cohérences. L'une des plus grandes cohérences, c'est de montrer que le Sénégal est fait de continuité culturelle. Quand on prend par exemple la légende de Samba Gueladi Diégui, on ne peut pas travailler sur Samba Gueladi Diégui du Fouta sans aller à Bakel où sa mère était en l'attendant grandir. Mais on ne peut pas travailler sur Samba Gueladi Diégui sans aller à Koli Tengala. On ne peut pas aller à Koli Tengala sans aller à sa maman. Et aller à sa maman, c'est aller à son père, Soundiata Keïta. Donc c'est ce que nous avons voulu montrer, les continuités culturelles. L'autre épisode qui nous a beaucoup marqué, c'est sur le Saloum et sur aussi le RIP. En travaillant sur Maba Diakhouba, on se rend compte que Maba Diakhou est de Ndiogouba, mais Maba Diakhou est de Diakhou Dieye. Et que une de ses femmes était aussi de la famille d'Albouri Ndiaye. Et on comprend mieux pourquoi Lat Dior était allé voir Maba Diakhou et que le Sérère ne peut pas aujourd'hui dire c'est Maba Diakhou qui s'est battu contre mes ancêtres et le Peul dit c'est mes ancêtres qui ont battu Maba Diakhou parce que de Diakhou Dieye, on a un lien entre les Sérères et les Peuls et de Ndiogouba, on a un ancrage dans le milieu. En travaillant sur Serigne Touba, exactement, on a la même chose. On se rend compte que Serigne Touba et Mam Alhaji Malick ont le même ancêtre, mais c'est un ancêtre sur 2 générations. Donc ce sont ces choses-là qui nous ont le plus impactés et nous pensons que tout le monde va aimer ça.